Parler de la cryptographie, c'est-à-dire le moyen de s'exprimer, comment l'ordre du Temple pouvait s'exprimer, qui sont devenus en quelque sorte intouchables, parce qu'ils avaient un système qui est assez extraordinaire. Et un système secret, parce que n'importe qui aurait pu déchiffrer les messages que se lançaient les Templiers, les messages qui étaient adressés à des commanderies. N'importe quel message est valable. Bon, c'était jamais pour dire il fait beau aujourd'hui, hein, on sort cet après-midi, absolument pas. Ce sont des secrets d'État, bien souvent, qui peuvent éventuellement transformer une situation, un fait militaire, dire que les troupes sont ici et pas là-bas, donc il est temps de bouger. Ce sont des messages dans ce style-là, mais que l'on a percé seulement au XIXe siècle. Il y en a qui timidement ont essayé d'intercaler dans une histoire templière ou des ordres militaires quelques mots en ce qui concerne ces fameux secrets, cette cryptographie templière. On a abandonné le sujet. Et un petit peu après la guerre, eh bien, certains, dont Paul de Saint-Hilaire, s'est penché sur cette étude de la cryptographie. Ce n'est pas très difficile, seulement il y a un élément qui nous manque, un élément essentiel, c'est qu'on ne peut pas, c'est lisible, mais on ne peut pas traduire la cryptographie. On ne sait pas à qui ça s'adresse, à quel moment on a adressé des messages, tout ça, c'est pratiquement, là, on se noie, on est dans l'inconnu. Alors je vous montrerai tout à l'heure, après le break, quelques exemples. Et nous essayons d'atterrir dans le 19e siècle, finalement, certaines reprises de ce système qui a été adapté à d'autres sociétés, d'autres sectes, par exemple. On en parlera très brièvement. Donc, la cryptographie templière, eh bien, on la découvre au XIIe siècle, surtout au XIIIe, puisque les Templiers ont été arrêtés en 1307, donc le XIIIe siècle, c'est vraiment le siècle de l'ordre du Temple. Toutes les opérations auront lieu à cette époque. L'ordre du Temple est né en 1119, il y en a certains qui disent 1118, bon, on va le laisser un an, et va disparaître en 1307 lors de l'arrestation des Templiers en octobre 1307. Et quelques-uns seront brûlés vifs, quelques-uns, pas qu'on le représente habituellement, c'est pas un troupeau, c'est pas un corps d'armée, non, quelques-uns ont été... Bon, maintenant, il y a eu les arrestations, il y a eu la torture et tout le reste. Certains, on les a libérés. On les a retrouvés en Angleterre, notamment. Dans les ordres religieux, on les a retrouvés. Bon, ils se sont un petit peu convertis. Certains, il y avait des curés, des doyens, par exemple, d'anciens Templiers. Bon, on les regardait tout de même pas dans les yeux, on se méfiait un petit peu, mais n'empêche. N'empêche qu'on les reconnaissait une chose, c'est que le Templier était obligé de porter la barbe. Alors là, vous imaginez que on les a vite repérés. En Angleterre, il y en a eu en Angleterre également. Au Portugal. Portugal, oui, en Espagne, au Portugal. En Angleterre, et on prétend que c'est le roi d'Angleterre qui les a fait venir un petit peu pour contrarier le roi de France. Mais n'empêche, c'est prouvé, il n'y avait pas d'édit qui arrêtait les Templiers en Angleterre. Alors, la plupart des livres où on a parlé de la cryptographie, eh bien, ça a été écrit par des farfelus. Des gens qui essayent de trouver quelque chose sans prouver, et généralement ce sont les Anglais. Les Anglais se sont penchés sur la cryptographie de l'ordre du Temple. Je n'ai jamais lu ces livres, seulement des extraits ont été présentés, des extraits qui ont été traduits habilement en français. Eh bien, c'est de là que, avec des interprétations différentes qui peuvent dater du XIVe siècle, eh bien, imaginez-vous que de siècle en siècle, on va interpréter ça d'une autre façon. C'est comme le message ici, il fait le tour, c'est très différent au bout de la table. Ben, c'est un peu ce système-là. Alors, on a dit que les Templiers avaient un code secret, mais un code secret, la base de ce code, c'était la croix latine. Une croix latine où la croix latine qui est employée dans l'ordre du Temple, et on avait posé des lettres, des signes, dit-on, sur cette croix. Des signes qui devaient en principe fonctionner entre eux, et on trouvait sur certaines parties de la croix des lettres
de l'alphabet. Hein? Les Anglais se sont trompés un petit peu parce qu'il y avait des tas de lettres, bon, pas des tas, j'exagère, il y avait des lettres qui n'existaient pas à cette époque-là, mais les Anglais, eh bien, ils ont parlé de ces lettres dans la croix, parce qu'ils ont même dessiné cette croix. Donc en principe, chaque commanderie avait cette croix, hein, c'est ça qu'ils expliquent, et les messages secrets, à certains moments, doivent être calculés d'après les chiffres, probablement. Oui, on parle de ça, on parle des chiffres romains, notamment, qui sont en accord avec certaines régions, etc. C'est quelque chose d'avant, mais qui a été inventé de toutes pièces. Il y a peut-être quelqu'un qui a mis ça au point au Moyen-Âge. Bon, ben, c'est très possible. On a prétendu que ce code était fait de 25 lettres, mais il n'y avait pas 25 lettres dans l'alphabet à l'époque des Templiers. Ça, c'est déjà une erreur qui est même impardonnable. Le I et le J, par exemple, c'est la même lettre. Déjà ça. Le U et le V, vous l'avez vu, c'est la même lettre aussi. Donc il faut déjà décompter. Et le W n'existait pas. Oui, d'accord, voilà, la lettre n'existait pas. Donc il n'y a pas 25 lettres de base dans le système que l'on expose ici. Il n'y a pas de Z non plus, là. Le Z est une lettre qui n'existe. Donc il faut que j'en retire 4, 1, je n'en 26. C'est pas brillant, ça ne concorde absolument pas. Mais les Anglais l'ont prétendu. Donc ça c'est déjà un système, le système froid, il faut l'oublier. Alors, en 1813, on publie, toujours à Londres, c'est curieux comme les Anglais se sont intéressés à l'ordre du Temple. Chose qu'en France, à part quelques farfelus. Je dis farfelus parce qu'à la fin du XIXe siècle, on décide d'encourager le tourisme. Et il y a un certain Napoléon Peyrat, P-E-Y-R-A-T, c'est un brave type, il écrit l'histoire, c'est un autodidacte. Et il a écrit l'histoire templière, et il s'est intéressé au Qatar. Et c'est lui qui a inventé le mystère templier, du moins la façon qu'il a écrit, et le mystère Qatar surtout. C'est un homme qui est un érudit avant la lettre, parce qu'il va encourager les autres auteurs à acheter son livre, puisqu'on n'a jamais parlé de ça avant, le mystère Qatar, on ne savait pas ce que c'était, à part les châteaux que l'on n'appelait pas château Qatar à cette époque. Donc, il encourage le tourisme. Il y a des choses à voir, il y a ça à découvrir, etc. Puisque ces châteaux ont été refaits, ont été consolidés, etc., par Viollet-le-Duc. Et dans les années 1890, Napoléon, en question, eh bien, il va écrire un livre et il va créer les mystères. Comment il fait ça? Eh bien, s'est-il inspiré d'un autre ouvrage? On ne le sait pas, on n'a retenu que son nom. Donc, Napoléon Peyrat égale mystère Qatar, mystère templier. Apparemment, je ne sais pas s'il a écrit autre chose, je ne sais pas si tu connais Peyrat, mais c'est lui un peu qui a créé le mystère. Donc, je crois qu'il faut l'oublier, mais il faut tout de même savoir qu'il existe. Alors, il y a les francs-maçons également en Angleterre se sont intéressés à la cryptographie templière. Pour les francs-maçons, s'ils mettent, ils ne passent pas à côté du détail. Alors, des ouvrages maçonniques ont paru. Les maçons ont retrouvé, paraît-il, une charte qui daterait du XIIIe siècle. Et cette charte, que jamais personne n'a vue en principe, cette charte explique les systèmes qui existaient, les Templiers avaient à leur disposition pour leur cryptographie, pour le lancement de l'étude de ces secrets qu'ils devaient transmettre. Alors plus tard, eh bien, on a vu que les francs-maçons ont adapté ce système de croix, curieux, mais ils sont déistes en Angleterre. Ils ont pris ce système seulement à leur nom. Donc le système croix latine avec les lettres et tout ce qui s'ensuit, c'est pas étonnant qu'il y ait des problèmes de lettres, étant donné que ce sont les francs-maçons anglais qui ont lancé le problème. Vous voyez, on est loin, hein? C'est un peu différent. Donc c'est un bouquin qui a été écrit pour la franc-maçonnerie, en reprenant certains mystères templiers. Pourquoi en Angleterre? Eh bien, ce qu'on prétend là-bas, que les templiers, les ancêtres des francs-maçons, c'était les templiers, quelque chose de complètement ridicule. N'empêche, on l'a écrit, et eux, ils en parlent toujours. J'ai eu des conversations avec deux francs-maçons qui étaient à Bruxelles il y a bien longtemps. Ils m'ont expliqué comment la chose en Angleterre. On prétend même que la première loge maçonnique a été fondée par Robert Bruce, qui marquait Robert Bruce, l'Écossais.
Hein, tout ça pour rapprocher d'Édimbourg, les années comme c'est fou ce qu'on invente. Robert Bruce, c'est tout de même un type un peu... Hein, c'est un peu tendancieux, c'est pas dans le camp, dans quel camp il se trouvait finalement, les Anglais de temps en temps, chez les Écossais à certains moments. C'est un drôle de personnage, un grand militaire, hein, mais un drôle de personnage. Alors, je vois mal qu'il est protégé. Qu'il ait protégé les Templiers, c'est très possible, Robert Bruce, c'est très possible. Mais, quand a fondé une loge avant la loge Édimbourg, au XVIIIe siècle, c'est tout de même un peu gros. Mais les Templiers, par cette croix, avec toutes ces lettres et ces chiffres, eh bien, ils prétendent qu'ils sont descendants des Templiers qui ont été rejetés de France et qu'ils ont décidé de s'établir en Angleterre. Mais comment on lance l'histoire? Certains historiens vont être étonnés et vont faire des recherches un petit peu à leur façon. D'où mystère Templier. Et voilà, c'est parti. Un autre a copié sur l'autre, il va faire une petite recherche, on ajoute, et là on a des livres, mystère Templier. Mais je vous assure, l'histoire du Temple est très simple. Elle est très simple, mais elle déçoit. Donc, un ouvrage maçonnique. À la limite, ça pourrait être une escroquerie. Les francs-maçons se sont servis de cette croix. Hein, ils en ont fait des graves, etc. On la retourne, j'ai vu ça, mais il y a bien longtemps. Cette croix a donc été inventée en 1813. Pour les Anglais, c'est le début de ce système qu'ils ont lancé comme étant le secret templier. On a dit que les loges maçonniques avaient déjà employé ce système en 1754. Hein, les loges sont modernes, hein, parce qu'en 1717, on a créé la première loge à Édimbourg. Donc, en 1754, on commence à essayer d'inventer des secrets, mais ces secrets ont été captés par la franc-maçonnerie. Il y a des secrets chez les francs-maçons, mais en fait, ça c'est autre chose. Donc, on peut dire que, étant donné que certaines loges auraient récupéré, non pas des secrets, mais une manière templière, on les appelait des néo-templiers. Ça, je préfère. À Bruxelles, il y avait une loge de néo-templiers. Il y a moyen de faire une conférence là-dessus. Hein. Ça existait. Donc, ce sont des gens qui sont anti-papistes pour commencer. Là, ça secoue un petit peu, qui ont tout essayé pour replacer dans un certain contexte l'ordre du temps. C'est une résurrection. Ils ont réussi dans un certain sens, mais existe-t-il encore? Je pense. Ce qui m'étonne, c'est l'attitude de Bonaparte dans cette histoire. Bonaparte est un type qui est incontournable. Était-il franc-maçon? Un jour, on m'a posé la question, j'ai rigolé comme une baleine. Mais Bonaparte a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est même, on se demande pourquoi. Et pourtant, il n'a pas été soutenu par les loges. Ça, c'est certain. Seulement, il y avait une chose en France. Le peuple n'avait plus connu de victoire militaire. Vous savez, depuis Fontenoy, on dort en France. Et quand Bonaparte s'est amené avec toute sa ribambelle de soldats, des officiers, champs de bataille, des canons, ils ont applaudi. C'est dans le sang militaire, que ce soit français, en allemand, là, c'est... Hein, il y en a un qui marche en pas, le deuxième le suit. Hein. Mais en France, on voulait des victoires. Et Napoléon se présente avec toute son artillerie, ça pouvait marcher, tout le monde le suivait. Je sais que la France est restée longtemps sans victoire. Pour revenir aux Templiers, en France, ça n'avait pas de frappe. Moi, je m'étonne toujours que ça ait lieu. Je ne sais pas si vous voyez les militaires en grande tenue, ces officiers en grande tenue, quand ils vont à un endroit solennel. Ce sont des gens qui ont des grands manteaux bleus, les courts ou les longs. Ils n'ont pas de casque ni de képi. Ils ont une sorte de béret et des plumes dans tous les sens. C'était les gilets de Binche, hein, les officiers. Vous imaginez tous. Oui, attention, il y a étudier les grades, il y a une plume, il y a deux plumes, il y a trois plumes, une blanche, une rouge, il y a tout. Hein. Donc l'héraldique va renaître à ces postes. C'est vraiment un cadabrant. Hein. C'est la noblesse d'Empire. Je suis très très curieux. Vous imaginez tous ces gens sortir de l'église Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Louis à Paris, avec toutes leurs plumes, etc. Mais je ne sais pas si le peuple, si le Parisien a ri, il a souri, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, n'empêche. Bonaparte était au courant. Nous, il a laissé faire. Et je me demande, c'est gratuit ce que je dis, si tous ces gens-là, ces Templiers, n'ont pas servi au travail de l'espionnage à fond. C'est mon idée. Ces gens ont travaillé en dessous, les technocrates, par exemple.
Ils ont fait beaucoup de choses. Hein. On va se lancer là-dedans, parce que là, c'est une des raisons probables. J'en ai pas d'autres. Sauf un jour, on trouvera hein, une autre version. Bon. Donc, néo-templier. Comment, quelle était la démarche à faire pour retrouver ce code secret? Eh bien, en grande partie, c'est un nommé Roger Bacon, un Anglais, un érudit anglais, qui va présenter dans un de ses livres en latin, il va présenter 7 systèmes de chiffrage. Expose le problème templier, la cryptographie templière, 7 systèmes. Ce Bacon en question, c'est un moine qui vit au XIIIe siècle. C'est un moine, 1214-1294. Il ne va pas connaître l'arrestation de l'ordre du Temple. On l'appelle d'ailleurs, il est franciscain, ce qui est très étonnant. Un érudit, théologien, etc., qui écrit un franciscain. Il n'y en avait pas beaucoup parce qu'on ne les prenait pas au sérieux, ces gens-là. Hein. Ça a toujours été des marginaux, les franciscains. Ils ont laissé peu de choses tout de même. Sauf l'Inquisition. Attention, il ne faut pas être berné, là. Hein. L'Inquisition, ce sont les dominicains. Ceux qui frappent, ce sont les franciscains. C'est curieux. On présente parfois les dominicains qui mettent le feu au bûcher, c'est tout à fait faux. Hein. Eux jugeaient, ils terminaient à la mieux. Les franciscains, ils devaient faire le reste du travail. Alors certains ont écrit, ont publié qu'il y avait des luttes entre dominicains et franciscains. Au XIXe siècle, on le prétend. Ça m'étonnerait. Et la principale lutte au XIXe siècle, c'est que on constate et on représente Saint François avec les stigmates. C'est un peu curieux, ça. Hein, ça nous vient du ciel, Passion du Christ, etc. C'est un peu curieux. Mais si vous allez voir dans des livres un peu plus spécialisés, on dit, à une certaine époque, c'est pas très ancien, hein, qu'il y a une lutte entre Saint François d'Assise et les dominicains. Dominicains, Saint-Dominique, et on le Saint-Dominique, les dominicains ont écrit qu'il y a eu une lutte entre Dominique et Saint-François. Saint-François, il a pris 2 broches enflammées, hein, et il les a enfoncées dans les mains, dans les pieds de Saint-François d'Assise. Voilà quelle serait, dit-on, la version des stigmates. C'est une version qui a été complètement inventée pour pouvoir ridiculiser les franciscains. Voilà ce qu'on a écrit, même. Et on a écrit qu'il se serait fait lui-même. Non, Saint-Dominique aurait pris le fer. Ah, Saint-Dominique. Vous aviez dit Saint-François. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, on devait prouver que les dominicains ne supportaient pas, n'étaient pas alliés aux franciscains, pourtant c'était complètement idiot. Donc là, on les sépare. C'est tout. Mais le franciscain, il ne faut pas. Hein, c'est pas le petit prêtre des pauvres, c'est pas ça. Hein. C'est absolument. Oui, maintenant, on a rien. On verrait de l'autre, on a rien à leur reprocher, j'imagine. Mais absolument pas au XIIIe siècle. Hein. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Quand Jeanne d'Arc est brûlée sur le bûcher, on place parfois un dominicain, mais c'est ridicule. Regardez bien, c'est un franciscain qui présente la croix. Chaque fois qu'il y a une exécution martyre, c'est un franciscain, lui, fait le boulot. Quand on menait des gens au bûcher, hein, le franciscain qui devait assister au martyr, le chariot, et c'est le cas d'Urbain Grandier, le chariot menait hein, à l'endroit où on allait brûler l'hérétique en question, et le franciscain frappait avec un crucifix en pleine figure de celui qui allait être martyrisé, qu'on allait brûler. Hein. Donc voilà, mais les dominicains, ils jugeaient, prenaient leur dossier, ils sortaient le suivant. Hein, pas de sang sous les mains. Oui. Surtout pas. Pas vraie version. Alors, un moine anglais, il y a encore qu'a fait l'université de Paris, ce fameux Bacon, un homme très important, un grand théologien. Il a d'ailleurs, avant les autres, il a proposé une réforme du calendrier julien. On était loin de là. Hein. On était tout de même loin de là, un calendrier julien qui sera refait beaucoup plus tard. Un alchimiste également, qui a été condamné. En général, l'hérésie, il y avait certains problèmes. Bon, il a été réhabilité, il a été accusé d'être magicien, mais c'était souvent à l'époque. Hein. On les accusait d'être magiciens, etc. Bon, après, il y avait des problèmes, excommunication. En général, on revenait un petit peu, parce qu'il y avait des charniers, on en avait besoin, des érudits.
bon, c'est une accusation, puis on ne changeait pas assez souvent. Alors bon, le pape n'était pas l'autre, les ordres religieux également. Je voudrais un jour trouver une liste de la papauté et les ordres religieux, d'où sont-ils extraits? De quel ordre? Ça doit être très intéressant. Et j'en ai pas encore trouvé actuellement. Il y aura du boulot si tu commences. Mais il faudra un livre où on explique ça. Pourquoi? Mais parce que les caractères des pontifes très différents d'après l'ordre est ici. Oui. Et dominicain, c'est horrible. Et bénédictin, c'est magnifique. Ce sont les moins mauvais. Ça, c'est très intéressant. Oui. Très intéressant. Bon, alors, le premier système de chiffrage, eh bien, c'est la citale. Cette fameuse citale dont je vous ai déjà parlé, nous en verrons je vous en proposerai une vue tout à l'heure. Cette fameuse citale, on l'a déjà expliqué, dont Plutarque en parle. Il l'employait d'ailleurs, à l'époque, en l'Antiquité grecque, dont on employait ce système. C'était le système de chiffrage courant. Le problème, c'est qu'au XIIIe siècle, on ne voit plus les érudits qui travaillent à la citale. C'est tout à fait démodé, mais n'empêche, le fait de passer à la résurrection de ce système, eh bien, ça apporte énormément de choses, puisqu'on l'a oublié. Je pense que les Templiers ont employé d'abord la citale. La façon est très... Prenons la Grèce antique, les généraux correspondaient entre eux avec la citale. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un bâton qui deviendra le bâton maréchal. Qu'on appelle le bâton maréchal. Mais ce n'est plus une citale à cette époque-là, c'est un symbole. Bon, c'est un morceau de bois qui est toujours de même mesure, de même grosseur, morceau de bois, comme ça, que le général tient sur le champ de bataille, souvent, et c'est le cas d'une bataille, on ne fait plus le nom, en Antiquité, où un messager apporte le message qui vient de l'autre, des troupes qui sont à l'avant. Ces troupes qui sont à l'avant doivent instruire le général de ce qui se passe. Le messager s'approche, il retire sa ceinture, il la donne au général. Si bien qu'avec cette ceinture, il y a des choses extraordinaires. Le fait de passer cette ceinture tout autour de ce bâton, en respectant le haut, en respectant le bas, on n'a pas accès à toutes les lettres. Il n'y en a que certaines qui vont vous apparaître. Ça va? Là se trouve le message. Il y a des chiffres, il y a des lettres. C'est le système de la citale. S-C-Y. Un système qui est intéressant. Seulement, le problème, c'est que très vite, ce système sera démodé. Voyez ça d'ici, ça n'a pas duré un siècle. Les Templiers connaissent le système, et bien, ils vont le remettre à l'ordre du jour. Pourquoi pas? Puisque plus personne ne l'emploie en Antiquité grecque. Ça sera leur premier système, dit-on. Ceci, c'est... On survole. Il est possible qu'il y ait eu un autre système avant cela. Mais c'est le premier qu'on a trouvé. Au XVIe et au XVIIe siècle, on va reprendre la citale, le système. Parce que plus personne ne connaît ça. Au XVIIIe également. Et puis après, on l'abandonne, on ne le trouve plus. Le système est tout à fait désuet. La scène que je voulais expliquer, elle est vécue. Les Grecs ont écrit cette scène du messager qui apporte, je crois même que c'est Homère qui en parle, enfin, qui apporte que le système fonctionnait et le système est décrit. Voilà donc pour ce premier système. Il y a un héritage certain du système que l'on emploie encore au Moyen-Âge. Pourquoi croyez-vous qu'un évêque se promène avec sa crosse? Le système est le même. Et l'évêque l'employait de cette façon-là, bon, pas tous les jours. Et c'est pour ça que l'évêque a ce qu'on appelle le sudarium. On a dit que c'était pour se frotter le front en pleine chaleur. Détrompez-vous. Le sudarium que vous rencontrez sous les gisants d'évêques, en général, ils possèdent ça. On a dit que c'était un grade honorifique de posséder cela. Oui, à l'origine. Et c'est comme ça qu'on l'explique. Seulement, il pouvait y avoir sous le sudarium des signes de respect peut-être. Paul Saint-Hilaire était sur la route de cette écriture
de cette cryptographie. Et il m'a envoyé à Londres, ben, j'allais à Londres, hein. Il m'a envoyé dans la commanderie templière de Londres, et il y a 3 gisants dans le cœur qui ne sont pas des templiers. Et il le savait. Seulement, il y avait un texte tout autour, qui est un texte qui est crypté. J'ai pris le texte, je l'ai apporté à Casto. Ah bon, il est mort un mois plus tard. Et je ne saurais jamais, il faut grand spécialiste pour pouvoir traduire. Il doit y avoir le système de la citale peut-être, mais qui a été caché d'une façon exceptionnelle parce qu'on ne se serait jamais donné la peine d'aller déchiffrer ça. Il y a 3 gisants, et on sait que ces 3 gisants n'appartiennent pas à l'ordre du Temple. Il y a un croisé, parce qu'il a les jambes forme de croix. Donc c'est un qui a fait Jérusalem, il a fait la croisade, les 2 autres peut-être des excommuniés. Pour camoufler tout ça, on aurait placé 2 excommuniés et un croisé. C'est très possible. Vous savez que l'ordre du Temple pardonnait l'excommunication de l'évêque. Hein, il réservait des sépultures pour les excommuniés. C'était très mal vu. Très mal vu. Alors il est possible que ces 2 personnages qu'on fait passer pour des templiers soient des excommuniés. Le texte peut être intéressant, mais on l'a peut-être dédouané par autre chose. Le sudarium, c'était une espèce d'écharpe. Oui, c'est une sorte de long mouchoir qui pend à la crosse. Hein. Bon, l'Église dit que c'est pour quelque chose, mais il y a quelque chose. Donc, ce système de la cryptographie templière aurait été, du moins c'est l'inverse. Je pense que ce sont les catholiques, l'Église, qui a repris le système, qui a dit, tiens, dans le fond, c'est pas si bête, ça. Ils ont peut-être employé le système, mais j'ai aucune trace. Mais la crosse peut être le système, le rappel du système templier. C'est très possible. Un personnage, un érudit, s'est penché sur l'histoire de l'ordre du Temple, du moins sur les documents qu'on aurait retrouvés. C'est un nommé Tritime. Tritime est un cryptologue de la Renaissance au XVIe siècle. On en parlera beaucoup dans un prochain cours, un personnage extraordinaire, mais il a prétendu, et c'est un fumiste, je ne sais pas, il a prétendu que sa mère descendait en ligne droite de Jacques de Molay. On n'en est pas sûr, mais lui, il a prétendu. D'où il aurait retrouvé des documents secrets. Il a prétendu que ces documents appartenaient à l'ordre du Temple. Tritime, c'est la Renaissance, c'est le XVIe siècle. L'ordre du Temple, c'est XIIe, c'est XIIIe siècle. Est-ce vrai? On n'en sait rien. Mais il a prétendu que ces documents étaient réels. Donc, un système de cryptographie aurait été retrouvé dans ces documents qu'on ne connaît plus. On a tout brûlé entre-temps. Donc, Tritime, pour retenir aussi, il a dû quitter la Bavière, et il est remonté. Le village s'appelle Tritime. Ah, comme ça arrivait souvent, mais il a pris le nom de son village. C'est un endroit qui est très bien. Il faut étudier ce personnage, que je crois qu'on va le faire par le biais des dominicains également, parce qu'il a été dominicain à une certaine époque. Enfin, un personnage très intéressant, mais on verra ça un peu plus loin. Donc lui, il a prétendu trouver un système pour déchiffrer l'écriture, les messages plutôt, des templiers. Tenons quand même compte d'une chose, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a dit, ces gens ne savaient ni lire ni écrire, hein, temple. C'était des militaires, bourrus, ça, ils sentaient mauvais. C'est pas le prince, c'est pas le style, l'Oldgreen, etc. C'était pas ça. Hein. C'était pas. Ça fait partie peut-être d'un mystère. Mais on peut proposer quelque chose. Tu seras bien heureux, mon avis, François, c'était des gens bourrus, sales, ils dormaient dans leur manteau. Hein. C'était sacré le manteau des Templiers. Ils dormaient là-dedans, hein. Ça ne devait pas sentir bon dans la chambre. Hein. On dit qu'ils étaient gnostiques, ce qui est tout à fait vrai. Il y a donc un certain niveau. Non, je parle de ceux qu'on appelle moines soldats. Mais ils dormaient dans leur manteau avec leur salvat. Hein. Et ils buvaient. Mais il y avait juste un problème. La France veut mater les Flamands, qui sont des Français aussi. Hein. Puisque la France est partie de la France, c'est un méchant. Bon, les Flamands se révoltent. Philippe le Bel va. Hein, il lance ses armées en Flandre. Oui, mais attention, Philippe le Bel, il a des Templiers dans son armée, mais les Flamands aussi. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ces gens peuvent pas se battre l'un contre l'autre. Et alors, je prétends humblement que c'est une des raisons
pour laquelle les Templiers ont été brûlés, arrêtés et brûlés, du moins pour certains. Hein. C'est cette histoire qui s'est passée avec Philippe le Bel. Hein, on dit qu'il était pauvre, que c'est peut-être aussi un système, que ses caisses étaient vides et qu'il aurait relié le trésor des Templiers, j'en crois absolument rien. Il y a la raison des Flamands avec les troupes, mais il avait une dette énorme envers les Templiers, Philippe le Bel. Ça fait deux choses. Hein. Ouais, exactement. Alors, comme je dis toujours, on donne de l'argent, les gens viennent réclamer en disant bon, notre caisse, ça va un peu plus mal qu'avant. Il les a brûlés, il les a arrêtés, il les a brûlés, on supprime l'ordre. Donc, Tritaille, on en a parlé, il a essayé de trouver une formule que l'on ne connaît pas, mais il s'est penché sur l'affaire. Bon, souvenez-vous, Villers-le-Temple. Nous avons fait une visite là-bas, on a vu la petite église où il y a la tombe d'un commandeur. Vous vous rappelez de ça? Oui. En rentrant du côté gauche, il y avait une porte. Eh bien, chose extraordinaire, c'est la seule tombe, la représentation d'un commandeur du temple où il est représenté avec un bâton. Vous vous souvenez de ça? On va retourner. Il est représenté avec un bâton, hein, ce fameux bâton qu'on appelle la citale, le système qu'on appelle la citale. C'est le seul commandeur, la seule pierre tombale qu'on connaît, il n'y en a pas d'autre. Donc ce système, avec cette fameuse ceinture, ce système qui va donner le message. Il n'y en a pas d'autre, je ne l'ai jamais rencontré ailleurs. Si vous en voyez un jour, ça m'intéresse. Donc le système, on peut éventuellement le lancer comme étant l'appareil, le système qui lance les messages, avec lequel on peut déchiffrer les messages. Donc c'est la seule pierre tombale. Le système s'appelle la citale, mais l'objet en question, ce bâton de bois, s'appelle le baculus. Baculus, latin B-A-C-U-L-U-S. Baculus. Donc, ou bien abacus aussi, curieux, hein? L'abac. Mais je ne pense pas l'avoir vu en français. L'abacus, c'est la même chose. Le système pour calculer, hein, ce système qui vient de très loin, on n'arrive pas tout à fait à le situer, Grayson, Chine, c'est pas plus loin. Seulement, on ne connaissait pas chez nous qu'à l'époque, alors 1000, on a connu le système chez nous, on ne déchiffre pas avec l'abac, hein, c'est un système pour calculer. Ceux qui calculaient en l'an 1000 avec le système de l'abac, eh bien, ils étaient considérés comme des hérétiques. Ils devaient se justifier. C'est une addition difficile en quelques secondes. Hein. Le nom est resté. C'est peut-être un système templier, donc ici, la cryptographie est lancée, ce système, on se lance des messages, ça va très rapidement. Hein. Ce n'est pas l'ordinateur, il suffit de placer les petits engins sur cette sorte de boulier de compteur avec quelqu'un qui est à côté de vous, il comprend le message, il s'en va. On ne doit rien dire devant tout le monde, devant une société, rien du tout. C'est également un système. Ça peut servir, c'est pas prouvé. Et ça a pu servir parce qu'on en parle du système. Si on en parle, c'est que ça a servi. La BAC s'est transformée après dans... Mais non, ça a servi avant, pardon, excusez-moi, dans la Grèce antique. Chaque fois que vous avez un chapiteau, la base du chapiteau, c'est la BAC. Donc c'est une plaque disons, carrée, et le chapiteau commence, la construction commence sur cette plaque, et puis vous avez le pilier en dessous. Donc ce qui sépare le chapiteau du pilier, c'est la BAC. On ne peut pas faire autrement. Bon, c'est valable à l'époque romane aussi, pour autant que ce soit fait de cette façon-là. C'est aussi la BAC. Est-ce qu'il y a une relation entre l'un et l'autre? Peut-être. Ça, c'est à vérifier. Peut-être. Le système de la citale, nous l'avons vu. Seulement, il y a un système beaucoup plus astucieux. Et là, je prêche pour ce système, je vous ai parlé des autres, ce système où les Templiers vont utiliser des animaux. Les Templiers vont créer un système où on va employer les animaux. Vous en aurez dit tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, je l'ai dans mon syllabus. Le système, on en parle pour la première fois au XIIe siècle, tout à la fin du XIIe siècle, et on parle de ce système secret, c'est vraiment secret, comme les autres d'ailleurs, dans l'histoire de Richard Cœur de Lion en Angleterre. Pour la première fois, on va découvrir un système templier, un système secret,
pour se faire comprendre. Ailleurs, à des Templiers, bien sûr. Seulement, il faut obligatoirement que le personnage que l'on va contacter soit Templier. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À la suite de cela, si on connaît le système, si on sait à qui s'adressait le système, eh bien, ça nous donne une notion tout autre de l'ordre du Temple. Ça veut dire qu'automatiquement, on sait qui était Templier ou non. Ça, c'est intéressant. Si un jour vous tombez sur une liste de francs-maçons à telle époque dans telle région, c'est du gâteau. Automatiquement, on sait tous ceux qui sont, qui ont été francs-maçons. Maintenant, ça n'a plus tellement d'importance, mais n'empêche, ça peut aider lorsqu'on juge un personnage, pas sous son honorabilité, c'est pas ça, mais il y a des réactions chez les maçons qu'on ne rencontre pas ailleurs. C'est vu, c'est su. Quand on voit la feuille, généralement, on dit « Ah, tiens », c'est la réponse que tout le monde fait. « Ah, tiens ». Mais ça peut donner un élément complémentaire à la personne que vous avez devant vous. Si je vous donne des noms, personnages qui sont décédés, on dit « Ah bon », c'est ce qu'on dit d'office. On retrouve certains personnages. On est parfois étonné, parfois je vais parler de Napoléon. Partout était-il maçon, Napoléon, on n'en sait rien. Comme c'est l'homme qui touchait un peu à tout, un grand génie militaire, moi j'aime pas le personnage, on fait n'empêche, il faut reconnaître un grand génie militaire, mais était-il maçon? Je ne pense pas, mais le jour où on me donnera un document où on en parlera, eureka. Je parle Révent Léopold Ier, par exemple, toutes les loges, c'est un maçon, etc., rue du Percy, qu'est-ce que je raconte? Place du musée, etc., il était grand maçon, il défendait le pays avant libéral, c'est faux. Léopold Ier n'a jamais été maçon, c'est une horreur de le dire. Une horreur de le dire. Ils ont protégé les loges, même sérieusement, c'est un libéral. Alors, s'il a été initié à la franc-maçonnerie, eh bien, c'est vraiment en secret. Dans la salle, en Allemagne, dans une petite ville, dans la seconde salle d'une brasserie. On buvait de la Munich. Il y avait de la fumée partout. Bon, il aurait été initié là, dans une loge officier. Mais ce n'est pas prouvé. Par contre, il y a un document où il devait se rendre en loge. Il avait un parrain. Il n'en avait qu'un, mais c'est pas mal. Il était peu connu à l'époque. Ce document existe, mais il ne s'est jamais présenté, parce qu'on lui a demandé d'aller ailleurs. Un problème militaire. Mais il n'a jamais été maçon. Il faut retenir, ça c'est important. Il n'y a aucune trace. Et tout le monde le dit. Tout le monde le dit pourquoi? Les maçons le disent parce que ça donne un certain vernis à la loge. Mais il les a toujours protégés. Ça c'est certain. Bon, écoutez, on va parler d'autre chose. Octobre 1192, date importante dans l'histoire. Richard Cœur de Lion rencontre Saladin et on décide que Jérusalem soit une ville ouverte, attention, aux chrétiens. Ce n'est pas une victoire militaire. Saladin dit, écoutez, ils ne font pas de mal à personne, ils sont des braves gens. Il autorise l'entrée, un pèlerinage chrétien à Jérusalem. Saladin. Il accepte les pèlerins. Richard Cœur de Lion se rend chez le grand maître du temple de Jérusalem. Il va établir ça un petit peu officiellement, parce que tout se fait officiellement généralement. Et curieusement, on décrit l'entrée de Richard Cœur de Lion au temple de Jérusalem. C'est déjà curieux qu'il entre au temple, parce qu'en principe, ça ne se faisait pas. Il y avait un autre endroit pour se réunir, mais pas au temple. Ce qui fait dire à certains, et je crois qu'ils ont tout à fait raison, Richard Cœur de Lion appartient au temple. Il est templier. On peut l'affirmer, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va le retrouver plus tard sur une des galères de l'ordre du Temple. Richard Cœur de Lion ne parlait pas anglais. Et c'est pas Robert des Bois, il ne parlait pas anglais. Il parlait français, très beau français, roman, il parlait un très beau français, mais pas... Combien de souverains dits anglais ne parlaient pas l'anglais, ils parlaient français? Donc, Richard Cœur de Lion fait partie de l'ordre du Temple. J'ai dit que c'était mystérieux, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Alors, une des galères où il se trouve, elle va faire naufrage, pas du côté de l'Angleterre, du côté de Venise, Trieste, là-bas. Il y a eu un très gros problème. Il y a eu un gros problème, on en parle d'ailleurs à Trieste. Je ne sais plus tellement où, enfin, soit j'ai vu ça en son temps.
Alors, Richard Cœur de Lion se trouve automatiquement en Autriche. Il sera prisonnier des Autrichiens, et il va se déguiser en marchand, c'est souvent en marchand. Hein, et le marchand, c'est pour poursuivre les contacts. On a des contacts avec tout le monde quand on a marchand aussi, ce qui se passe d'ailleurs. C'est peut-être une des raisons. Bon, il se déguise en marchand, et marchand, je dis bien, et il va traverser ainsi tout le pays. Mais ça va mal tourner. Ça va mal tourner parce qu'il va rencontrer un personnage qui n'est pas très intelligent, mais c'est un grand chef de guerre, Léopold d'Autriche. Et Léopold d'Autriche, il a une dent contre Richard Cœur de Lion, parce que Léopold d'Autriche, hein, lors du siège de Saint-Jean d'Acre, bien, Richard de Lion, bon, il a été un petit peu victorieux, et il a confisqué les bannières de l'Autriche à Saint-Jean d'Acre et les a remplacées par les léopards anglais. Ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà une situation que Léopold d'Autriche n'a absolument pas appréciée. Donc il a une dent contre Richard Cœur de Lion, on l'arrête, et il en fait son prisonnier. Seulement, Léopold d'Autriche, ça ne l'amuse pas tellement d'avoir ce prisonnier chez lui, il va dire, moi j'ai fait de l'argent avec ce prisonnier. On le livre alors solidement, et il va être transporté devant l'empereur Henri VI, qui n'est pas rigolo non plus, l'empereur du Saint-Empire. L'empereur va garder Richard Cœur de Lion au secret dans un donjon. Donc là, il est là, il se demande ce qui va arriver, mais Henri VI, il a en quelque sorte une monnaie d'échange. Et ce n'est pas rien d'avoir Richard Cœur de Lion entre ses murs. Une monnaie d'échange. Alors, ce que je vous devais dire et ce que je vais vous expliquer ici, c'est plus qu'une supposition parce qu'on en parle dans des milieux officiels. Mais n'empêche, tous les historiens parlent de légende. Mais automatiquement, cette légende, entre guillemets, va nous justifier la présence d'un nouveau code secret chez les Templiers. On a vu la citale, très intéressant. On a vu la BAC, peut-être. Mais il y a un système qui est beaucoup plus intéressant et dont on a beaucoup de traces. Ça commence bien puisque un trouvère c'est le nord, troubadour c'est le bas, en Picardie ce sont des trouvères. Un trouvère, un nommé, comme ça prend Blondel, c'est un Picard. Le Blondel en question, oui j'ai dit Richard Cœur de Lion ne parle pas un mot d'anglais. Hein. Oui, on vous a dit bonjour et au revoir, mais c'est très limité. Un Blondel, hein, qui est un homme Picard, eh bien, il va parcourir toute l'Allemagne. Vous savez que la profession, c'est pas un hobby, c'est une profession de trouvère est très intéressante. Certains ont servi d'espions. Bon, on ne faisait pas long feu. Le trouvère pouvait accéder chez l'ami et chez l'ennemi. On ne pouvait rien lui faire. Il allait jouer sa petite sérénade, quand l'ennemi, on ne pouvait rien lui faire. Comme les bohémiens, d'ailleurs, c'est curieux aussi ça. Hein. Les bohémiens qui transportaient les marchandises d'un camp à l'autre. Nouveau système cryptographique pour les messages, les bohémiens, c'était le tarot. On lançait les cartes sur la table. Et tout ça se suit. Donc ici, nous sommes au trouvère. Bien, le trouvère rédige des chansons. Et il va parcourir comme ça l'Allemagne. Lui, son but, on l'a envoyé en mission, je ne sais pas très bien qui, son but, c'est de retrouver Richard Cœur de Lion. C'est le but de sa mission. Devait-on le payer pour ça? Non, c'est absolument rien. On ne fait pas ça pour rien en général. Hein. Blondel, mais il a un plan, et Blondel va aller de château en château. Et il ne chante pas n'importe quoi, il va chanter une mélodie qui a été composée, qui a été rédigée par Richard Cœur de Lion. Vous savez que de nombreux chefs de guerre, souverains, ont, à un moment donné, dans leur existence, ils décident de composer. Il existe tout un catalogue d'ouvrages, ne prenez pas ça au sérieux, hein. Catalogue avec des ouvrages, Robert Bruce a composé marches militaires, etc., etc. Vous seriez étonné, hein, Marie-Antoinette a fait quelques pièces pour clavecin, etc. Je suis assez sceptique. Je pense qu'à un moment donné, on a apprécié la musique à fond, au XVIIIe siècle d'ailleurs, et des tas de princes, souverains, etc., ont composé des petits morceaux. Ce ne sont pas des symphonies. Ce ne sont pas des symphonies. À un moment donné, mais
l'association Louis XVI de Belgique, dont je fais partie, eh bien, à chaque grande réunion, on jouait le 10 avec la petite mélodie que Marie-Antoinette avait composée. Louis XVI n'était pas son truc, c'était les serrures. Les serrures, oui. C'était le serrure, Louis XVI. Oui. Alors bon, ça existe. Je ne pense pas qu'il faut revendiquer ça, il faut mettre une étiquette souverain. Non, c'est personne qui a pris. Empêche ça exister. Donc, Richard Cœur de Lion aurait composé une chanson, et Blondel s'est emparé de cette chanson. En réalité, je pense que Blondel va appliquer un système templier. Un système templier, les mots de la chanson seront très intéressants. Malheureusement, Blondel va se faire prendre au cours de cette mission, je ne sais pas ce qu'il en est devenu, mais il va se faire prendre puisqu'on n'aime pas trop son système. Il a probablement été découvert. Il y en a d'autres qui connaissent la musique. Je crois qu'il a été découvert méchamment. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais enfin, soit. Dans cette chanson, qui est en plusieurs couplets, eh bien, Blondel va parler d'un fait divers, dont le héros est un certain Philippe de Novare. Philippe de Novare, un personnage, un grand batailleur également, et qui est régent en titre de l'île de Chypre. Si on va faire un tour là-bas, on devrait en principe retrouver des traces de ce personnage, de ce guerrier. Il est régent de l'île de Chypre. Il a eu des problèmes parce que Frédéric III Hohenstaufen veut s'emparer de l'île de Chypre. Il est roi de Jérusalem, le Hohenstaufen en question. Je crois que c'est le troisième, je crois que c'est Frédéric III. Et les Cypriotes vont refuser les Allemands, le Saint-Empire, parce qu'ils veulent rester dans leur propre indépendance. Alors, on n'aime pas ça, les Allemands vont débarquer, en force d'ailleurs, à l'île de Chypre, et on va ouvrir les portes de la commanderie templière, et Philippe de Novare aura l'autorisation de s'y cacher. Donc, merci aux Templiers. Il s'y cache, la forteresse des Hospitaliers. Bon, à peu de choses près, ils sont des ordres totalement différents. L'un va entrer dans l'autre après, au XIVe siècle, enfin, à cette époque-là, c'est tout de même assez différent. La commanderie en question va être assiégée, toutes les communications vont être coupées. Alors, comment, puisque Philippe de Novare a une grande importance dans l'histoire de Richard Cœur de Lion, comment, une nouvelle fois, Philippe de Novare va pouvoir contacter Richard Cœur de Lion? Comment vont-ils pouvoir contacter? Se lancer un message pour dire, moi, je suis assiégé, pour venir à mon secours. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le système de la fable qui va être employé ici, on pense pour la première fois. C'est un système qui est extraordinaire parce que le système consiste à faire jouer des animaux. Des animaux qui vont interpréter certains rôles intéressants, pas n'importe quels animaux. Certains qui sont choisis. Uniquement ceux. Sire de Beyrouth, qui est au courant du système, tout ça s'arrête, on se demande pourquoi celui-là, pourquoi pas celui-là. Ça reste très mystérieux. On est certain d'une chose, c'est que ici, il y a une suite logique. Le message de Philippe de Novare, pourquoi il a des problèmes, il est assiégé à l'île de Chypre, va parvenir au sire de Beyrouth. Il va recevoir ce message. C'est donc un code. Attention, le sire de Beyrouth est le suzerain de Philippe de Novare à l'île de Chypre. Donc, ils se connaissent, ils connaissent le système. Ils connaissent le système. Ce système est codé. C'est un code qui est prévu pour ce genre de problème. C'est un code donc, qui a été établi. Donc il faut ici oublier au XIIIe siècle, il faut oublier la ceinture, la citadine, il faut oublier tout ça. À part d'autres systèmes, on ne les connaît pas. Le trouvère en question doit étudier maintenant la fable parce que ce n'est plus un appel au secours, non, c'est un conte, un peu comme une fable de La Fontaine. Qui est aussi intéressant, La Fontaine. Ce n'est pas les petites fables qu'on étudie à l'école primaire. Ça va beaucoup plus loin. Il y a aussi un système avec des animaux. Mais ce n'est pas le même, c'est le même système peut-être, mais le but est tout à fait différent.
Donc le trouvère va chanter une chanson, le coq m'a réveillé le matin, hein, la vache a fait meuh, etc. Ça tient la route, mais c'est une très belle chanson hein, qui fonctionne avec des animaux. Imaginez-vous que si on récolte, et ça a été fait, hein, des chants de trouvère, si vous voyez un chant de trouvère où il y a des animaux qui ont été mis en scène, vous êtes probablement en face d'un message qui a été codé. Le problème, c'est de savoir ce que représentent les animaux dans la position où on en parle. Parce qu'il y a ça aussi. Si un singe qui se gratte le dos ou mange une cacahuète, c'est tout à fait différent. Hein, ça y est. Intéressant, cela. Intéressant. Donc, une fable qui a été rédigée, apprise par cœur. Le code doit être connu par le suzerain pour le vassal, par exemple. Hein, mais ces gens, quel rapport avaient-ils avec les Templiers? C'est aussi intéressant. Étaient-ils protégés? Je le pense. Mais ils ont dû tout de même être en connaissance, avec ce fameux secret sur la cryptographie. Secret, pas mystère. Alors il apprendra que Philippe de Novare a été assiégé, hein, et le sire de Beyrouth va quitter, il va partir, grand galop, et il va aller délivrer Philippe de Novare. Voilà. Donc voilà que le roman de Renard, puisque c'est ces animaux-là dont il s'agit, hein, le roman de Renard va servir de code. Et tout ça se fait en français, en roman en français. Il n'y a pas d'autre langue qui intervient dans le système, comme la symbolique. La symbolique aussi n'a rien à voir avec une langue étrangère. Toujours, même dans les pays très loin d'ici, toujours la langue française qui est respectée. C'est plus facile, hein. C'est beaucoup plus facile. Comme maintenant l'anglais. Donc ne peut pas être traduit par un autre Templier. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que le système a été créé par un Templier. C'est pas plus difficile que cela. Donc, le jeu du roman de Renard, vous le connaissez peut-être, les animaux qui interviennent, message Templier, donc celui qui a créé le jeu, c'est un Templier. Ah, on m'en touchera le mot tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir de traître à l'ordre du temps. Je crois qu'on n'en connaît qu'un. Parce que sinon, le secret peut être transféré ailleurs. Très dangereux, ça. Il n'y a jamais eu de traître. On en connaît un, je ne sais plus ce qu'il avait encore fait. Hein, il a été tué très rapidement. Il a été poursuivi, il a été tué. Donc, pourquoi avoir pris le roman de Renard? Eh bien, parce qu'il y a une certaine... Il y a surtout un pèlerinage à la base. Les animaux vont être employés au début. Lorsqu'on ne les emploie pas de la façon que je vous l'ai expliqué, il y a un pèlerinage. Important. Ce pèlerinage sera toujours le même. C'est le transport vers Jérusalem. C'est une base au départ. Le reste intervient quand on a certains problèmes. La vedette principale, eh bien, c'est Renard. Pardon. Renard qui part en pèlerinage. Ça, c'est une base. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va l'employer, il y a une relation avec un pèlerinage. Il marche ou il ne marche pas. N'empêche. C'est la relation. Ça demande beaucoup de temps d'essayer de décrypter ça, parce que dans la position des animaux, etc., on en voit quelques-uns tout à l'heure, c'est vraiment une étude. Hein. Il faut surtout être très attentif, hein, parce qu'une erreur est très vite arrivée. J'en ai fait 2 ou 3, je crois, mais c'est pas toujours évident, parce que vous croyez être chaque fois sous la voie, et on vous dit, ah bon, il y a ça, il y a ça. Les personnages regardent vers la droite, vers la gauche, et toute une histoire. Hein. Il y a des dangers à éviter. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. La plus ancienne miniature que l'on possède, eh bien, c'est la représentation du roman de Renard. Il y a un bateau qui représente Renard qui part en pèlerinage. C'est la plus ancienne. Hein, c'est une représentation qui est classique. Il a un écu. L'écu est divisé en 2. Côté gauche, à dextre, il y a une rose. Et côté droit, à son est, il y a une croix. C'est déjà une indication. Hein. C'est déjà une indication au départ. Donc on a affaire ici à un pèlerinage. On ne peut pas se tromper. Mais qui sait au XIIIe siècle que rose et croix sont pèlerinages? Croix c'est Jérusalem, rose c'est Rome. Donc Renard part en pèlerinage sur un bateau qui appartient à l'ordre du Temple. Il se rend à Jérusalem.
avec peut-être l'appui de Rome, peut-être, il faut comprendre le message. Peu l'ont compris, hein. Ce sont des bribes, hein, on vous parle ici, on en verra tout à l'heure d'ailleurs. Donc, le roman de Renard est un conte tout à fait banal à la base, eh bien, c'est une rupture officielle avec la symbolique occidentale. On n'est plus à l'époque où on montre des petites statues qui regardent l'autre, etc. C'est fini. On a carrément une rupture, et c'est peut-être la première rupture avec la symbolique traditionnelle. Après, on verra Trithème, on verra Rabelais, etc. Ces gens ont carrément transporté la symbolique ailleurs, dans les livres, par exemple. Mais ici, on a une rupture, on a des animaux. Il y aura d'ailleurs encore un autre problème. Et le problème, c'est que les animaux représentés n'ont aucune valeur symbolique. Donc ça trompe déjà au départ. Le lion, par exemple, dans la symbolique, ben, c'est où la force excessive dont il faut se méfier, c'est-à-dire que le lion est du côté des noirs. Ce sont les ténèbres. Chez les Templiers, c'est tout autre chose. C'est la gloire. Le lion, d'ailleurs, c'est le comte de Flandre. Quand dans le roman de Renard, on voit apparaître un lion, c'est le comte de Flandre, il ne faut pas chercher plus loin. Dans la symbolique traditionnelle, ce sont les ténèbres. Donc il y a carrément ici une rupture. Il faut tout oublier. Imaginez-vous la difficulté lorsque vous analysez le tympan d'une cathédrale. Hein. Il y a rarement un renard dans le tympan d'une cathédrale, mais on peut rencontrer autre chose qui ressemble. Le renard représente les franciscains, par exemple. Goupil le renard, ce sont les franciscains. Parce qu'on prétend que Goupil serait un descendant d'un ordre franciscain quelconque qui a été poursuivi, les fratiseurs probablement. Tout ça a un sens, mais il faut oublier la symbolique occidentale que nous avons étudiée jusqu'à maintenant. Mais n'oubliez pas qu'il faut faire le sens inverse à un autre moment. Au moment où ça peut s'abonder. Donc pas de valeur symbolique. Chaque animal représenté a sa valeur symbolique. Vous dites que ce sont des symboles, mais il a sa symbolique propre. Donc, ce roman de Renard a été écrit par des gens qui avaient une connaissance de la symbolique au départ. Parce qu'il faut aller à l'encontre de la symbolique. Et de temps en temps y revenir, mais le but, c'est qu'il faut voir quand. Je crois que j'ai deux cas que je vais vous proposer. Alors, d'où vient ce code? On l'a rédigé. Le code a été dit, on ne sait pas exactement où c'est Gand, où c'est Bruges. Donc, c'est un problème flamand, le roman de Renard. Il a été écrit par un templier, c'est Philippe d'Alsace, qui est comte de Flandre, a fait venir ce templier à la cour, probablement à Gand, enfin on ne sait pas, Gand ou Bruges. Du coup, on comprend pourquoi le lion, c'est le comte de Flandre. Mais évidemment, c'est très ancien. C'est très ancien. Quoi qu'il y ait les positions du lion qui jouent ici, mais pas dans le roman de Renard. En symbolique, là. Bon, Chrétien de Troyes a également été appelé par Philippe d'Alsace pour écrire au château de Gand, mais c'était le comte de Perceval, par exemple. Donc, ce Philippe d'Alsace est tout de même quelqu'un d'assez exceptionnel. Assez exceptionnel. Donc, c'est là que ça a été rédigé par un nommé Nivard, qui est un templier. Il va écrire, il va rédiger ce fameux roman de Renard. Pourquoi roman? Parce que roman, il y en a d'autres. Le roman de la Rose, par exemple, ça porte le nom de roman parce qu'il y a quelque chose à y découvrir. On est loin là maintenant. Il y a des tas de mots qui ont changé d'interprétation. Dans une bibliothèque à Berlin, les traces de ce fameux roman de Renard employé par les Templiers. Et là, ça devient intéressant parce qu'ils auraient intercalé ça parfois dans leurs fables. Et c'est eux d'ailleurs qui ont trouvé que celui qui avait mis au point le roman de Renard, eh bien, ce serait un Templier qui s'appelle Nivard. Il serait venu en Flandre, il aurait créé ce système cryptographique. Donc nous devons la recherche au frère Grimm. N'oubliez pas, vous apprenez-le, que Perrault, La Fontaine, Grimm ont rédigé des fables
mais qui ont un sens. Il faut les décrypter, ces fables. C'est pas fait pour les gosses, là. Absolument pas. Hein. Il faut décrypter ces fables. La Fontaine s'est inspiré d'Ésope, par exemple, et il a repris toutes les fables d'Ésope. Il a rien changé. Hein. Il a repris toutes ces fables, il a donné un autre cadre. Donc la fable, c'est très intéressant. Il faut décrypter une fable. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Il y a un sens à une fable. Comme le roman de Renard, il faut connaître la clé. Il faut connaître la valeur des personnages. Ah oui, il faut un minimum, hein. Il faut connaître la valeur des personnages. Bon, dans la chevalerie du Temple, on a des repères aussi dans ces cryptographies roman de Renard. Chaque animal a donc un sens. Intéressant. Quand on présente l'âne, par exemple, l'âne, c'est Saint-Bernard. L'âne de Saint-Bernard. Pour présenter l'âne dirigé vers dextre, vers la gauche, eh bien, ça veut dire que les dominicains, ils arrivent, il vaut mieux s'enfuir, sinon ce serait dans l'autre sens, l'âne. Voilà un détail. Voilà un détail. L'âne a son nom, on verra ça tout à l'heure. L'âne, donc, c'est Saint-Bernard. Automatiquement, il y a toujours une brette entre Saint-Bernard, plutôt les cisterciens, et l'ordre du Temple, par exemple. Donc, les dominicains sont les ennemis, les templiers. Hein? On se moque de Saint-Bernard parce qu'il faisait des prêches, il ne savait pas ce qu'il racontait, dit-on. Du moins, la version templière. Donc, c'est un homme dangereux, c'est lui qui bat les hérésies, les hérétiques, etc. Donc, si on vous envoie ce message avec les animaux en question, il faut fuir. Si l'âne va vers le côté gauche, c'est comme la fuite en Égypte. Les peintres qui ont représenté la fuite en Égypte avec l'âne qui va direction droite, c'est une erreur. C'est une fuite qui doit regarder vers la gauche. Ça va? Donc, c'est un message. Comment a été codé ce message? Maintenant, imaginez-vous que ce système va être employé dans l'héraldique aussi. Hein, c'est la suite. La suite de l'héraldique, c'est ça. Il y a donc une démarche. À nouveau, une démarche, il faut découvrir pourquoi ce cire-là en question a tel animal dans son blason. Ce n'est pas une fantaisie. Ça a toujours un sens. On aura rarement un âne dans un blason, et moi, j'ai jamais vu ça. Parce que dans le premier contexte, dans le contexte symbolique, l'âne, c'est l'initié, celui qui veut s'initier dans des longues oreilles, mais il reste moitié profane. Imaginez-vous qu'avec la version templière du roman de Renard, mais là, c'est un type qui ne sait pas ce qu'il raconte, il prêche, mais il prêche dans le vide. C'est tout différent. Donc la clé est déjà différente. Hein? Donc voilà pourquoi ce roman de Renard, eh bien, il faut le voir avec une certaine clé. Une clé au départ et savoir comment les animaux jouent leur rôle. Je vous donnerai quelques noms tout à l'heure. Donc, il y a aussi les bons et les mauvais. C'est fatal quand on veut lancer un message, il faut faire attention à, j'ai dit dominicain, c'est un âme qui prêche, il y a peut-être autre chose aussi, hein. Il y a peut-être autre chose. Les flamands, par exemple, bien, les flamands, c'est la catégorie les mauvais. Ce sera un chien, par exemple. Un loup pour les Allemands. Faites gaffe, les Allemands arrivent, en 1940, on ne connaissait pas ça, on mettra plusieurs loups. Par exemple, si on les met vers la droite, c'est qu'ils arrivent vers la gauche et qu'ils foutent le camp. C'est important tout ça. Donc tout le monde a sa valeur. Mais je répète, ne tombez pas dans le piège, rien n'a de symbolique sur tout ce qu'on a appris. Il faut oublier tout ça pour le moment. C'est très intéressant ça. Mais c'est un très long travail. Donc, automatiquement, ces animaux n'ont rien à voir avec le caractère de l'animal. On peut avoir des flamands dociles, on va quand même le représenter de cette façon-là. Ça, c'est aussi important. Donc, vous oubliez également le caractère de l'animal. C'est aussi très important. Donc, on a une suite codée, ça a été établi une fois pour toutes, on n'en est pas loin du caractère. Tel personnage veut dire ça, point final. Le coq, c'est un personnage extraordinaire, qui annonce les messages, qui annonce la lumière. C'est
de référence. Pourquoi? Mais parce qu'on prétend que le coq se trouvait à la résurrection. Par exemple, c'est lui qui a lancé son cri et le Christ est sorti du tombeau. Vous le voyez aux églises. Chanteclair, c'est le nom du coq dans le roman de Renard. Dans le code, c'est Chanteclair, qui sera repris d'ailleurs par Edmond Rostand. Il étudie l'histoire de tout se retrouve. Donc en général, ça ne se passe pas entre paysans, ces codes, ils peuvent être des instruits. Et on a retrouvé la symbolique, pas du tout, on emploie un système que personne ne connaît. Dans le fond, c'est une sorte de code militaire. Il faut savoir que c'est un code militaire avant tout. On ne va pas vous dire que la messe a lieu dans 8 jours, qu'on a remis ça. Non, c'est pas ça. C'est un code avant tout qui est militaire. C'est un code militaire. Au moment où l'ordre des chevaliers teutoniques va entrer dans le jeu, eh bien là, le roman de Renard va un petit peu changer. On va un petit peu transformer ça, pour des raisons qu'on ignore, on va un petit peu transformer ça, et tous les mauvais, maintenant, porteront un nom germanique, ou bien timois aussi, mais surtout germanique. On sait d'office, l'animal s'appelle à la tête, bon, ben, c'est le chevalier teutonique qui n'avait pas été prévu au départ. Il fallait transformer un petit peu, parce que les teutoniques et les templiers, bon, on ne s'entendait pas toujours comme il faut. Donc je vous ai parlé le lion, Ténèbres, le lion, ici, comte de Flandre. Et ensuite à ça, c'est que ça devrait être un symbole de Flandre. L'âne, je vous ai dit, c'est Bernard, c'est Saint Bernard, c'est aussi. Le lion est toujours près des gagnants, hein, parce qu'on doit tout de même rendre hommage, malgré tout, hein, au comte de Flandre. Hein, n'oubliez pas que je l'ai dit souvent, et on n'accepte pas l'ordre du Temple, c'est un problème essentiellement flamand au départ. Hein. Rien du sud du pays, surtout pas le sud de la France. D'aller à Montpellier, on dit ah, première loge était ici. La première commanderie était ici, c'est tout à fait faux. Moi, les Français ne vont jamais reconnaître que c'est un problème de chez nous. Ils ne vont jamais le reconnaître. Et pourtant, tout le prouve. Hein. Bah, les 9 premiers Templiers ont été... À Cassel. Ouais. Et étaient originaires de Champagne et des environs. Tout est un problème de Flandre. À Cassel, il y a une charte importante où tout le monde s'est réuni, ainsi que le comte de Flandre, on a décidé, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La reine des Templiers, je ne sais pas si elle est encore là, se trouvait à Bruges, à l'église Notre-Dame. La règle du Temple se trouvait à Bruges. Bon, le sanglier, qui est un animal extraordinaire, le sanglier, c'est celtique, c'est celui qui s'initie, hein, mais il sera toujours blanc et noir. Le sanglier, la couleur du fanion du temple, hein, blanc et noir. Donc il s'agit d'un templier initié. C'est un petit peu plus, un peu d'un commandeur, peut-être. Voilà encore pour une autre signification. Le coq, c'est le roi de France. Lorsqu'il est question d'une aventure avec un coq, eh c'est le roi de France, par exemple. Le commandeur principal, ce sera Renard, puisque lui a été à Jérusalem. Ou bien il prend le chemin de Jérusalem. Nous l'avons vu tantôt, avec un blason, avec la rose et la croix. Je ne peux pas mieux choisir. Hein. Le coq, donc le roi de France. Et on aurait retrouvé une histoire un petit peu modifiée du roman de Renard, c'est-à-dire à Lille. La dernière édition se passe à Lille. On n'a rien d'autre. Je l'ai vu, on ne sait pratiquement plus le lire, mais c'est quand même intéressant. Vous retrouverez des scènes du roman de Renard sur des poutres en général. Pourquoi? Dans les commanderies. Parce que celui qui a accès, tout le monde n'a pas accès aux poutres dans une commanderie. Très haut. Un tableau qui est postérieur à l'ordre du Temple, qui doit être du XVIIe siècle, d'un peintre de chez nous, eh bien, représente des chiens, noirs et blancs, qui poursuivent un cerf, qui s'élance dans la forêt. Ce thème est très intéressant, parce que l'auteur a voulu démontrer que les dominicains étaient adversaires, hein, de l'initiation par intuition. Ça veut dire, les dominicains qui sont habillés de noir et blanc, d'abord, les chiens sont noirs et blancs, dominicanes, latin, les chiens du Seigneur, on ne sait pas se tromper, poursuivent un cerf. Le cerf, c'est le symbole de l'intuition, c'est-à-dire la connaissance de la femme, féminine, mais la femme a une intuition, c'est-à-dire que la femme marche, touche
arrive à la connaissance par l'intuition. Mais pas en disant le volume, etc., etc. Non, l'intuition. D'où viennent les couvents de femmes, les monastères, d'où viennent les apparitions, la prière, etc., etc., etc. Jardin des Hespérides, Vierge Noire, c'est un ensemble, mais réservé à la femme. Donc, les dominicains étaient adversaires de l'initiation de la femme intuitive. On veut dire ça. Si tu vas un jour au musée des Beaux-Arts, rue de la Régence, tu vas voir ce tableau. Très intéressant. Quand tu rentres dans le musée, il y a deux cranaques qui sont magnifiques. Tu as Adam et Ève. Tu es limité à Adam et Ève, tu vas au tableau suivant. Non, il y a une symbolique propre à ces deux tableaux. L'homme aura un chêne à l'arrière, la femme un cerf à ses pieds. Tu as les deux initiations. Cranach le savait, mais qui le sait encore? C'est où ça? C'est où ça, monsieur? Au Beaux-Arts. Ah, l'exposition. Exposition. Non, 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 c'est au rue de la Régence, mais c'est Un musée d'art ancien. Musée d'art ancien. Donc voilà pour les chiens en question. Les chiens représentent toujours Saint-Dominique et les dominicains. La licorne est toujours la lumière, comme le coq. Ça représente toujours la lumière. Je vous l'ai dit, lion, ténèbres, dans la symbolique occidentale. Lion, c'est Comte de Flandre, dans le roman de Renard. Il y a évidemment le singe, c'est l'enchanteur. Par contre, dans la symbolique occidentale, c'est un fou, le singe, il ne sait pas ce qu'il veut. Il imite son maître, c'est ce qu'on dit, c'est un animal tout en fouet quelconque. Ici, nous avons un enchanteur, ce qui veut dire qu'il pourrait éventuellement remplacer un trouvère. Par exemple. Alors, l'animal le plus sacré dans le monde du temple, eh c'est le chat. Le chat, on doit le voir nulle part dans les églises, sauf s'il y a une relation avec le temple. Le temple, l'ordre du temple. S'il y a un chat dans une église, il y a une relation avec l'ordre du temple. Je n'en connais pas beaucoup. Oui, chez nous, à l'église Saint-Paul, à Liège, eh bien, curieusement, il y a une vierge avec un chat en dessous, c'est rarissime. Et le nom de la France? Saint-Omer. À Saint-Omer, Il y a la Notre-Dame au chat. Notre-Dame-au-Chat sur le côté sud de la Mais nef. ici à Liège, il y a une Notre-Dame avec un chat en dessous, mais je pense que c'est un rappel à une poursuite, à une société d'hérétiques qui ont été poursuivis à Liège, en Allemagne, près de chez nous aussi, un petit peu comme les Cathares, quoi. Ce sont les adorateurs du chat, on les appelait. C'est un nom compliqué. Estadins, voilà. Estadins qui étaient les adorateurs des chats. Et on les a appelés, les Estadins qu'on appelait leurs chats aussi. Oui. Bon, c'est un mot qu'on ne sait pas définir. À la grande place. C'est typiquement, oui, ça c'est encore Le autre chose. chat. Ça c'est encore autre chose. Oui. Oui, le chat a été malmené parce qu'on l'a, à Ypres par exemple, on les lançait de la commanderie templière tout en haut, et les chats, on les brûlait en messe par exemple, dans un panier, aussi, on les montait, on les brûlait. Donc le chat rappelle templier. C'est ça le problème. D'où le chat interdit de séjour. Il n'y a que Richelieu qui aimait beaucoup les chats. Oui. Et je crois que c'est à l'époque de Richelieu qu'on a adapté le chat, on l'a domestiqué. Mais ça reste tout de même un animal toujours énigmatique, hein, le chat. Je dirais même très énigmatique. On ne sait jamais ce qu'il pense, il ne sait jamais ce qu'il pense. C'est ça qu'on lui reprochait au chat. Je ne vais pas le vulgaire, mais c'est un des seuls animaux qui peut facilement se lécher l'anus. C'est dans les condamnations des Templiers, hein. Les yeux, l'anus, hein. Les yeux du chat, 13. Le chat qui nous fixe, je ne sais pas ce qu'il pense. On a tout employé hein, dans la condamnation des Templiers, dont ces articles-là. Voilà pour le chat en question. Le chat, on peut plonger là-dedans. On a un cours d'ailleurs qu'on a donné sur le chat, mais nous verrons un approfondissement bientôt. Nous allons passer à quelques diapositives qui vont résumer tout ça. Je voulais terminer par la représentation d'un... Oui, les quatre Fizémons, on en parlera beaucoup plus tard. Quatre Fizémons, rapport au cheval, quatre Fizémons, rapport au temple, deux chevaliers sur un cheval, ça n'a rien à voir avec la pédérastie. Hein. N'empêche, il y a des livres qui en profitent. Hein. Que représente ce cheval et deux cavaliers? Je vais peut-être vous étonner, mais c'est le cheval Bayard. Hein. Il n'y a jamais quatre fils sur le cheval. Je m'excuse pour les Liégeois, mais c'est comme ça.
Il ne faut pas aller trop loin. Dans la geste des 4 Fisémons, on ne parle pas de 4 sous le cheval. On parle de Maugis et de Renaud. C'est tout. Qui aurait été repris par les Templiers. Rien d'autre. Les 4 Fisémons, eh bien, une légende qui fait partie de un Malmédise, des environs-là, d'un Murier. Par contre, à Dendermonde, là, je me demande pourquoi il y a... Ouais, ça, je me suis déjà demandé aussi pourquoi. Pardon À Dendermonde. Dendermonde, c'est sacré, à Termonde. Non, C'est sacré. à Hein. Lost. À Lost. Ah bon Et à Lost aussi. Oui, à Bruxelles aussi. Mais bon, Pourquoi Bruxelles, ils ont dans leur. à Lost, c'est carnavalesque. Ouais. À Dendermonde, c'est le symbole de la ville. Hein. Oui. J'ai retrouvé hier C'était plus rare, ça. mon syllabus de la première année. Oui, j'ai toute la liste des animaux. Hein. Je n'ai pas. Oui, chanté. Le loup, c'est Isengrin. Oui, qui a une épouse. Hein. L'épouse, c'est Ersan. Son frère, c'est Primo. Mais tous, ils interviennent tous. Hein. L'ours, c'est Brun. Le mouton, c'est Belly. Belly qui est toujours un chapelain. Hein. Le rat, c'est Pélès. Sanglier, Beau-Sang, on l'a vu. Le chat, c'est Tibère. Hérisson, Espinasse. On voit ça là. Lion, c'est Noble. La reine, la lionne, c'est Fière. Le pan, c'est Petit Pas. La poule, c'est Pinte, etc., etc. Tous les animaux sont là. Donc tu vois qu'il y a un code. Hein. Ah, mais c'est prévu. Hein, parce que... Ah, mais oui, mais l'animal, c'est un. Le sanglier, c'est celtique, hein, c'est l'animal initié par excellence. Il mange les glands du chien. Hein. C'est vrai que là, il y a quelque chose. Il y en a des tas. Cheval, c'est Ferrand. Le chevreau, c'est Blanchard. Le chien, c'est Ronel. La corneille, c'est Brune. Le furet, c'est Petit Pourchat. Lorsque vous voyez une représentation d'un chat, 9 fois sur 10, il n'a pas de queue. Une histoire raconte que le chat renard pêchait. Non, le chat pêchait dans la glace. Le renard l'a poussé, et il n'y a plus que sa queue qui dépassait. La glace s'est refermée, le chat n'avait plus de queue. Alors dans les représentations, bien souvent, il n'a pas de queue, le chat. Bien souvent. Alors voilà le portique que l'on appelle à Bourges Saint-Ursin. N'est pas absolument pas l'église Saint-Ursin, mais c'était l'ancien portique qui se trouvait à l'entrée du temple de Bourges. Alors il suffit d'analyser. Ah oui, effectivement. Nous avons l'âne ici, l'âne qui regarde vers la gauche, un autre animal que l'on ne distingue pas. Nous avons le renard et la cigogne, peu de choses près. Nous avons renard qui est conduit par un chariot avec 2 coqs. Et nous avons ici un chat qui joue avec une pelote. Voilà un exemple. En dessous, eh bien, nous avons des porcs sauvages qui sont attaqués par une troupe. Ça veut dire que cette troupe, ce sont peut-être des dominicains cachés, ici. On pourchasse et on tue l'initiation. Interdit de s'initier, il faut suivre les commandements, non, les directives de l'Église. Et ne pas faire des faux pas dans la gnose, par exemple. Ce sont les mêmes méthodes d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Il y a des inscriptions qu'il faudrait dire ça. Ce sont les mois de l'année. Ils sont ici. Oui, et ça met du temps à déchiffrer. Chaque personnage a son importance. Hein. Les mois de l'année. Et malheureusement, à Bourges, on indique que c'est le portique ancien de l'église Saint-Ursin. Oui, c'est tout à fait ridicule. Hein. Je ne vois pas cette scène qui est représentée. Hein, l'entrée du... Voilà le fameux Beau-Sang, Beauséant. Le nom du drapeau templier, blanc, noir. Ça veut dire que le sanglier portait ce nom, Beau-Sang, ou Beauséant. On emploie les deux. Donc ceci représente le templier et représente en même temps le sanglier. Voilà une représentation du code. L'enterrement de renard. Ça semble être un loup, celui-ci. Là, c'est un bouc. Voilà le goupillon, la croix, la lumière, qui est portée par un lièvre qui veut dire, en principe, c'est vitesse. Et ici, on a, en principe, Saint Bernard qui prêche. Il faut retrouver également ceci,
petits chapiteaux ont leur importance. On a une deuxième représentation d'un âne qui prêche ici, par exemple. C'est un âne, ça. Moi, je fais d'ici, on dirait un kangourou. Ici, Oui, c'est un âne, ok. non, c'est un âne qui prêche. Hein. Il dit l'office. Alors voilà une partie du code. En Hollande, Ulst. Ulst. Voilà, On peut avoir deux points. on a la présentation de quelques animaux hein, du roman de Renard. Renard est ici, bien sûr, il regarde le tableau. C'est moderne, ceci. Hein. N'empêche, c'est un rappel intéressant. On a ici le comte de Flandre, le lion, avec son épouse. Derrière, on a le bouc, on a l'âne, on a le coq. Donc, on a représenté ceux qui étaient employés le plus souvent. Pour quelle raison ça se fait, monsieur? Eh bien, je ne sais pas. Seulement, ce que je sais, c'est qu'à 2 reprises, on parle de la légende du roman de Renard dans la même ville. À l'entrée, pourtant, il n'y a aucun rapport apparent, hein, il y en a peut-être un. Et devant la cathédrale, il y a en petit, il y a d'autres personnages, d'autres animaux, devant l'entrée de la cathédrale. J'ai jamais saisi le problème. T'es pas. Ah, ceci, c'est plus ancien. On a le chat, ici, il a une queue. Le chat qui chasse les volatiles. Donc, automatiquement, il y a une représentation du chat, c'est templier. Automatiquement, parce qu'il y a une interdiction de présenter l'animal à l'extérieur ou à l'intérieur des églises. Alors, lorsqu'il y en a un, je l'ai rencontré en Alsace d'ailleurs, vous demandez la description, bah, vous vous dire, ah, ça sont les vices et les vertus. Le chat, ce sont les vices, ouais, moi je veux bien, mais autre chose à dire, hein. Ce n'est pas le vice et les vertus, absolument pas. Hein? Ça peut être le vice, mais enfin, il y a quelque chose à dire, c'est qu'il y a un rappel à une présence templière. Les gens du Nice de Vienne le savaient, hein? Mais maintenant, on ne sait plus rien. Donc, l'écriture est là aussi, d'ailleurs. Ici, il y a une description qui s'étale. Là, Le vice sur ça, oui, Voilà où il est notre chat. Oui, Il est là. Et bien, c'est là qu'il y a une description, on dit l'ensemble des chapiteaux à droite eh bien, sont les vices et les vertus. Moi, je vous mets au défi de trouver les vertus. Hein. Le chat est là, donc présence templier, ou une référence à l'ordre du temple à cet endroit, dans la ville. Bon, cet endroit, on ne sait pas. Mais non, on ne connaissait pas le chat avant l'ordre du temple. Hein. Sur les templiers qui nous ont amené le chat chez nous. il n'y avait pas de chat. Il n'y avait pas de chat, c'est parce que c'était qu'un chat. Eux ont récolté sans terre sainte, l'Égypte, etc. Ils ont ramené ça sur le bateau, ça mangeait des rats, Oui. entre autres. Curieux ici, c'est l'église de Péronne, dans le nord. On a un chat ici, ça. On a un autre de l'autre côté. On ne le voit pas celui-là. Enfin, l'important, on en a ici, il y en a 30. Il se trouve là, à Péronne. Je ne me souvenais pas le nom. Et enfin, c'était la commanderie templière. Voilà la commanderie templière d'Ypres. Elle existe toujours, je crois même que c'est le bureau de poste. oui. Donc c'est du haut, là, oui, ça a été reconstitué, parce que Oui, Ypres a oui. été rasé de la carte en 14-18. Hein. Alors avec certains éléments qu'on a retrouvés, donc c'est là, tout à fait en haut, quand les Templiers ont été arrêtés, tous les ans, on lançait des chats vivants de là haut. Bon, ils enterraient, c'était fini les chats. Depuis, c'est devenu un acte folklorique, et tous les ans, au mois de mai, ben, au-dessus de l'hôtel de ville, il y a un guignol là, qui lance des chats en plus maintenant. C'est la fête des chats, il y a cortège des chats, il y a... Mais à l'époque, on les lançait tous les ans vivants du dessus de la commanderie. Voilà une représentation comme on en voyait au XIXe siècle. Mais remarquez qu'encore au XIXe siècle, le chat n'est pas considéré comme un animal domestique. Hein. C'est beaucoup plus tard que c'est venu. Hein. On a ici une brave dame d'ailleurs qui se fait attaquer par les chats. C'est intéressant ici, assez rare d'ailleurs, je l'ai reçu lors du 700e anniversaire de la condamnation des Templiers
Ils nous ont même remis à cette occasion, ils m'ont remis un grand tube de verre avec l'acte qui rappelle, il y a un petit secret là-dedans, l'acte qui rappelle, dans une sorte de petite charte message parchemin, qui rappelle la condamnation des Templiers, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et au-dessus, le bouchon est scellé. Le bouchon est scellé, là-dessus, c'est à ouvrir en cire. Et en principe, ce secret doit éclater 100 ans après, donc en 2009, en 2007, c'est ça, 2307, non, 1400, on est en 2007, 2107, un de mes héritiers devrait casser, oui, ça sont les Templiers, il devrait casser pour se déréférence. J'ai retrouvé chez eux ce document que j'ai placé en diapositive, parce qu'on représente ici des Templiers, mais qui ne sont pas nobles, des roturiers qui s'engagent dans l'ordre du Temple. Donc ils n'ont pas droit à la chlamyde blanche et de la croix rouge, c'est autre chose. Ils sont en noir avec la croix de Jérusalem en blanc. Au XIXe siècle, vous êtes à la place royale actuelle, vous descendez le Mont des Arts, vous prenez une ruelle à droite dont l'entrée existe toujours. On ne connaît pas ça généralement, c'est la rue Villa-Hermosa maintenant. Oui. On rentrait, elle est là, en dessous du lampadaire. On entrait par cette porte et on descendait un escalier, qui est terrible d'ailleurs. Je parle des écrits sur lesquels je me base. On a démoli tout ça. Et le palais des Beaux-Arts a été conçu ici. Donc maintenant, c'est un cul-de-sac. Vous deviez descendre un escalier, et voilà. Vous arrivez dans le reste d'un souterrain du Moyen-Âge. Le souterrain existe toujours. Vous tombiez dans ce souterrain, mais qui était aménagé pour recevoir du monde. Ceci existe toujours en partie. Ça existe, mais ça a été assez modifié. D'ailleurs, moi, j'ai été une fois depuis l'ouverture, je n'y vais plus, parce que j'ai découvert ça vraiment brut, comme nos ancêtres l'ont connu. Il y a une sorte de ruelle qui a servi. Une sorte de ruelle qui se trouve là. Et dans le fond, nous sommes ici, nous nous séparons de l'ancienne enceinte de Bruxelles. Ces deux murs appartiennent à l'enceinte du Haut Moyen-Âge. On a déjà dit qu'on allait les démolir, je crois qu'on ne peut pas démolir ça. C'est robuste. Et par cette petite ruelle, on descendait vers un endroit secret, pas mystérieux, secret. Et dans cet endroit secret se réunissait une société à sens maçonnique. Moi, je dirais plutôt une société à sens politique. Une sorte de nid d'espions qui, sous les apparences d'une société animalière, également s'occupait de politique. Je dirais une secte, peut-être. Je préfère dire le mot loge. Ici, je peux me permettre de l'employer. Quoique, une sorte de loge qui édite tous les ans un agenda, comme tout le monde maintenant. Et un agenda où il est question que des noms d'animaux. Ils ont donc un code, comme l'avaient les Templiers. Ils ont un code, et ce code a une signification. On les appelle les agathopèdes. Leur Bible annuelle indique, vous l'avez devant vous, c'est un annuaire, agathopédique annulaire, agathopédique et social. Le mot social est déjà de trop. C'est pour faire passer quelque chose, vous voyez, social, agathopédique, il n'y a pas de problème. C'est écrit comme une chose. Oui, c'est ça. Donc vous voyez ça. Agathopédique, on sait ce que ça veut dire. On a un tonneau, on a un cochon qui est en train de se servir. Allez, vous passez, c'est comme à la frontière. Hein. Si je viens avec l'esprit de sel et il y a de l'alcool dans la bouteille, c'est gagné. Eh bien, ici, ça passe. Une société, je dirais d'espions. Des gens qui doivent savoir ce qui se passe ailleurs, qui doivent lancer des messages également à d'autres personnages. Sorte de loge fréquentée par des dignitaires, des princes, par exemple, des magistrats. On dirait entre parenthèses maintenant des gens bien. Donc ces gens se connaissent, mais ils se connaissent par le nom d'un animal. Et chacun avait un masque.
Donc, le grand maître, c'est le pourceau. Quand il se rencontre, oui, c'est très folklorique, hein, c'est pour rire, ça. Hein. C'est récent, ça? Ah non, non, ça, 1850, ça a vu le jour. N'empêche, le grand pourceau, quand on accueille le monde, il a son masque. Hein. Et le grand pourceau est le grand maître des agathopèdes. Curieux. Quand on dit le grand pourceau, entre soi, s'il n'est pas là, on sait qui c'est. Mais les autres ne savent pas qui c'est. C'est ça l'important. Voilà leur blason intéressant, qui existe toujours. Un blason qui représente la tête d'un porc, c'est le grand maître, 3 canards, un pied de nez, et le losange, 5 losanges. Le chiffre 5, c'est la nourriture. Rappelez-vous, le Christ a fait 5 repas dans sa vie, pas plus. Grand pourceau, le maître. Nourriture, maître. 3 canards, c'est le manger très gras. Et le pied de nez. Donc, que faut-il faire? Hein, il faut manger gras. Manger, c'est pas un problème. Manger gras, manger gras, manger gras, et faire des blagues. C'est le but de cette société agathopédique. Faire des blagues dans tous les sens du terme. Je vais vous en citer une que j'ai lue, parce que j'ai assez bien de documents qui proviennent chez eux. On annonce dans la presse qu'il y a un type qui vient des Indes à Binche. Et cet article annonce aux savants de chez nous, et de l'autre partie du pays, qu'il y a un gars qui vient des Indes, et d'un regard, il fait mûrir les raisins. Et maintenant, on rit. Mais tous les savants du pays étaient à Binge, hein, ce jour-là. Les trains très bondés, hein. C'est le genre de blague que faisaient les agathopèdes. Donc, 2 buts. Bien manger et faire des blagues. Des blagues de ce style-là. Tout pour un canard. Au lieu de mettre la toison d'or, eh bien, on a placé le petit cochon. Ah oui. C'était pas des épicuriens? Ah oui, oui, oui. Mais on lit ça, on rigole. C'est bien, c'est très rigolo. C'est blague à manger. Il y a des banquets fastueux. Hein. Le haut, mais royal ou impérial. Le haut, vous avez vu ça? T'as des canards qui sont de la casserole. Là. Oui, et il est Puis royal ou impérial. La fondation, 1846, voilà, j'ai dit 1850. Et c'est leur anniversaire, hein, 1846, 1876. Voilà. C'est une loge secrète, donc. Hein. Mais il y a quelque chose en plus que je n'ai jamais connu. Hein. Mais il y a quelque chose en plus. Et moi, je crois que c'est dans le domaine de l'espionnage, en grande lettre, hein, trouver les documents, chacun a sa mission, dès qu'on a une mission, on transfère le message à un autre, un truc comme ça. Un truc dans ce style-là. Voilà l'endroit, je vous ai montré tout à l'heure la petite ruelle. On pense qu'en dessous de l'hôtel d'Europe, qui n'existe plus, mais le bâtiment existe encore, par ici, on pouvait ressortir de cette cave. Il y a toujours une entrée, une sortie à une loge. Toujours. À vous de trouver la sortie si vous connaissez une loge. Voilà le prince Frédéric d'Orange. Le prince Frédéric d'Orange est un personnage assez curieux parce qu'il était membre de toutes les loges à Bruxelles. À ce niveau-là, on pouvait le faire. Il est membre de toutes les loges, plus les agathopèdes. Grâce à cet homme, les Anglais ont été évacués à travers les souterrains de Bruxelles pendant la Révolution. Un homme qui avait ses entrées partout. Un jour, il était agathopède, l'autre jour, il était franc-maçon d'un autre côté de la ville. Ça facilite la vie, hein. Je me demande le nom qu'il avait d'ailleurs chez les agathopèdes, parce que chacun avait un nom, en relation avec l'animal qu'il représente. Alors voilà une réunion d'agathopèdes qui se fait, je ne sais absolument pas où. Il y a un personnage ici que vous connaissez, heureusement il ne voulait pas tuer la photo. Et bien voilà le style, toujours le 5, toujours nourriture. Évidemment ça fait rire. Hein. Les bonnets un petit peu comme les Templiers sous Bonaparte, il y a des plumes en plus, c'était ce style-là. Hein. Un petit peu ce style-là. Une plume c'était baron, 2 plumes c'était comte, etc., etc. Donc des grades. Ici un conseil d'administration peut-être.
Alors, je crois que c'est la dernière. Voilà une plaque commémorative. Vous pouvez voir ça, c'est de plus en plus rare dans certains restaurants, par exemple. Hein? Ça veut dire que le patron du restaurant a des relations avec les acatopèdes. Et sur l'entrée de son magasin ou de son restaurant, il y a le blason gravé dans le cuivre des acatopèdes. Ça veut dire que c'est une maison de référence.